de l'Anthropocène comme une incitation à la créativité scientifique et juridique. Je vais, le temps que Michel s'installe, présenter une personne dans la salle qui s'appelle Lou Herman, que vous avez peut-être remarqué, elle est derrière moi. Elle est docteure en urbanisme et elle est chargée de mission dessin-édition à l'école urbaine de Lyon. Et elle va, tout au long de la journée, traduire en dessin ce qui se dit ou ce qu'elle ressent de ce qui se dit, et ce sera exposé au fur et à mesure sur les montants en bambou que vous voyez derrière vous. Donc une autre façon aussi de lire ou de relire les différentes paroles échangées aujourd'hui. Alors donc je vais inviter donc Michel Lusseau à prendre la parole pour 15 minutes. Monsieur Lusseau, si vous pouvez essayer de respecter à peu près le timing. Michel Lusseau, vous êtes géographe, directeur de l'école urbaine de Lyon. Et entre autres de nombreux livres, on peut citer le tout dernier, celui qui vient de sortir aux éditions 205, Néolithique Anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années. Voilà, je vous laisse la parole pour réagir peut-être à votre manière sur ce que ces auditions du Parlement de Loire vous évoquent. La parole est à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous et à toutes. Merci de l'invitation. C'est toujours plaisant de venir à Tours en tant qu'ancien ligérien. Et j'ai évidemment suivi les travaux que vous avez menés, notamment parce que Camille de Toledo a également des actions assez nombreuses à l'école urbaine de Lyon. Et que peut-être d'ailleurs nous allons transposer une partie des démarches qui ont été testées ici autour de la réflexion sur le fleuve Rhône. Puisque l'occasion m'est donnée de réagir à la production qui vient d'être présentée, je voudrais peut-être faire une remarque liminaire et puis mettre en avant quelques points de vigilance. Une remarque liminaire, je crois que nous vivons une période tout à fait particulière, c'est ce que le mot anthropocène essaye de saisir, hein, et dans anthropos, n'est-ce pas, cher Mathieu, il faut entendre non pas un individu particulier, un type d'acteur social, il faut véritablement entendre anthropos comme ceux qui renvoient à l'espèce humaine dans son action d'anthropisation, qui est une action continue, depuis des dizaines de milliers d'années. C'est pour ça qu'on vient de consacrer à l'école urbaine de Lyon un livre autour de la mise en tension du néolithique et de l'anthropocène, à la suite d'une exposition qu'on a organisée au musée des Confluences à Lyon, pour montrer que ce dont nous parlons a une longue portée historique. Hein, nous ne partons pas simplement de l'actualité. En réalité, l'anthropocène, c'est la volonté de comprendre ce que le processus d'anthroposisation produit sur les systèmes biophysiques. Et c'est une production qui est continue depuis des dizaines de milliers d'années, vraisemblablement, même si nous ne l'avons pas au départ complètement compris. Et finalement, l'anthropocène, c'est évoquer l'anthropisation dans tous ses aspects, dans toutes ses conséquences, y compris les conséquences aujourd'hui indésirables, puisqu'on peut considérer que la façon dont nous avons anthropisé nos milieux, en particulier depuis 1950, depuis la période de la grande accélération anthropocène, eh bien, nous mène à ce que l'on pourrait appeler une crise de l'habitabilité. Cette crise de l'habitabilité, nous ne devons pas la conjecturer, elle est là. D'ores et déjà, de vastes zones de la Terre ne sont plus habitables dans de bonnes conditions pour un grand nombre de personnes. D'ailleurs, depuis assez longtemps. Nous commençons sans doute, nous, à le réaliser, nous, occidentaux, parce que cette crise d'habitabilité, elle commence à nous concerner. Nous pouvions y être relativement indifférents lorsque ça concernait des zones exotiques dont nous n'avions pas beaucoup de considération, sauf qu'aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, dans la Bay Area en Californie, où chaque année, depuis 20 ans, des méga-feux viennent pendant des semaines perturber tous les fonctionnements, vous avez des gens aujourd'hui qui se posent tout simplement la question de savoir si cette zone, qui n'est pas la plus défavorisée dans le monde, peut rester habitable. Je rappelle que les méga-feux en Californie, c'est 1 million d'acres brûlés pour le plus grand des méga-feux. Dixie, cette année, c'est le deuxième, 850 000 acres brûlés, ça fait 300 000 hectares. Le feu du Var que nous avons connu cette année, le plus grand depuis 40 ans, c'est un peu moins de 10 000 hectares. Okay, donc vous avez des feux qui créent leurs propres conditions, hein, qui ne sont plus arrêtables humainement. Ils ne sont plus contrôlables humainement. Ils créent leurs propres conditions écosystémiques en quelque sorte. Après eux, plus rien ne peut exister. Les sols sont complètement dévastés. Il n'y a même plus cette vertu ancienne du brûlis,
qui permettait parfois de relancer la dynamique des écosystèmes. Donc nous sommes devant des réalités anthropocènes qui sont liées au réchauffement climatique et ses effets, à la sécheresse, mais aussi aux caractéristiques de la suburbanisation californienne, qui mettent en question la possibilité d'habiter, y compris pour les riches. Alors vous imaginez bien, pour les pauvres, puisque l'on sait que les injustices environnementales sont toujours des injustices sociales et des injustices systémiques. Donc vous voyez bien, la crise de l'habitabilité anthropocène, ce que le mot anthropocène nous permet d'aborder, ce n'est pas une conjecture, ce n'est pas une réflexion pour 2100, c'est maintenant. Et donc dans ce cadre, on se trouve dans la situation, me semble-t-il, prophétisée par Gunther Anders en son temps, quand il définissait ce qu'il appelait les réalités supraliminaires. Il disait « nous vivons des conditions qui sont supraliminaires au sens où elles sont hors de portée de la pensée humaine, elles sont hors limite, elles sont au-delà de ce que nous pouvons penser ». Et il disait il y a une sorte de dissociation entre nos capacités à produire et nos capacités à imaginer. Ben voilà, nous sommes devant cette dissociation-là, devant cette crise de l'imagination qui doit être considérée avec sérieux comme une crise politique majeure. Nous ne sommes pas capables d'imaginer déjà les conséquences de ce que nous avons produit. C'est ça aussi le refus de certains d'aborder l'anthropocène frontalement. C'est une crise de l'imagination, en particulier une crise de l'imagination politique, bien entendu. Donc, l'entreprise comme celle que vous avez lancée, pour moi, elle est tout à fait nécessaire parce qu'elle vise à inventer de nouvelles imaginations dont nous avons besoin à la fois pour affronter ce qui est, ce que nous traversons d'ores et déjà, mais aussi pour le coup, cette fois-ci, conjecturer, inventer ce qui pourrait être. Travail fondamental que nous avons à faire. Cette imagination, ça doit être l'imagination du droit, on va y revenir, l'imagination de la fiction, Camille en a beaucoup parlé, mais il ne faudrait pas oublier l'imagination scientifique, la créativité scientifique. Il serait faux de croire, c'est la raison d'être du programme École urbaine de Lyon, qui est d'essayer de définir une science anthropocène, que seuls les arts ou les sciences sociales et la philosophie sont en situation de créativité scientifique. Non, c'est faux. La chimie de l'atmosphère, l'écosystémique, la biologie de l'évolution, la biologie des systèmes, la pédologie, la science des sols, l'océanographie, l'astrophysique, toutes ces sciences sont aujourd'hui travaillées par l'anthropocène qui les défie en quelque sorte dans leur capacité à imaginer de nouveaux modèles scientifiques. Et de ce point de vue-là, rappelons une chose, un grand historien des sciences, John McNeill, qui fait partie de l'Anthropocene Working Group, a montré, chiffre à l'appui, que jamais depuis la théorie de l'évolution de Charles Darwin, qui avait été une sorte de grand chambardement de la science, il n'y avait eu un concept, l'anthropocène, qui avait provoqué autant de travaux scientifiques de grande qualité dans toutes les disciplines de façon convergente en si peu de temps. Donc voilà, l'anthropocène, c'est un défi scientifique presque aussi à la hauteur de ce qu'a été la théorie de l'évolution. Si on le prend comme ça n'est pas rien, mesdames, messieurs, c'est fondamental. Donc l'imagination, c'est aussi notre capacité à faire science, à inventer de nouveaux objets de science. Et de ce point de vue-là, là aussi, ce que vous avez entrepris me paraît tout à fait intéressant. Alors peut-être 2 points de vigilance. En 6 minutes, 2 points de vigilance. Un point de vigilance qui vient d'abord peut-être de la lecture que je fais de quelqu'un qui pour moi est un des philosophes du droit et de bien d'autres choses les plus décapants et les plus corrosifs, plus iconoclastes, qui s'appelle Laurent de Sutter. Laurent Dussiter, professeur de philosophie du droit à l'Université libre de Bruxelles, mais aussi éditeur de la collection Perspectives critiques au PUF, grand deleuzien, a écrit ce livre en 2018 qui me paraît résonner de façon tout à fait intéressante par rapport à ce que nous entreprenons ici, qui s'appelle « Après la loi ». Et voilà ce qu'il écrit. En fait, De Sutter n'aime pas la loi. Donc il serait ici, vous direz, donner un cadre juridique, législatif, à la loi, c'est bullshit. Ça n'a aucun sens. Et voilà pourquoi, et écoutez-le bien, vous allez comprendre. Et je trouve que c'est intéressant de faire tintinabuler cette petite cloche, même si on n'est pas d'accord, pour avoir justement cette vigilance qui est nécessaire dans la créativité. Il écrit « Après la loi, il y a le droit. Après la loi, il y a la totalité de ce dont la loi a signé l'oubli. Il y a l'invention et le désordre, le savoir et l'exploration, la multiplicité et la singularité, les êtres et les choses, la force des gestes et celle des mots. Après le nomos de la loi, il y a l'anomie, l'anarchie, l'injustice, l'arbitraire, la casuistique, la magie, le récit, la religion, les rituels. Après la loi,
il y a l'ensemble des moyens que les êtres humains ont inventés pour devenir plutôt qu'être, bonjour Deleuze, pour devenir plutôt qu'être, et pour faire devenir avec eux les relations qui les unissaient à d'autres et finissaient par les constituer en groupe. La loi ne connaît que l'être, le droit ne connaît que le devenir. Donc en fait, De Sutter dit, le droit est un incroyable réacteur de créativité, mais pas la loi. Il faut inventer une créativité juridique qui soit celle du droit, mais pas de la loi. Parce que la loi, c'est le langage de l'être, de la substance figée, c'est le langage de l'essence, alors que le droit, c'est possiblement le langage du devenir. Et là, on ressent toute la dette de Laurent de Sutter par rapport à ce très grand livre de Deleuze qui est Critique clinique, dans lequel Deleuze dit la critique, c'est le plan de correspondance dans l'actualité. La clinique, c'est la réflexion sur le devenir possible de toutes les entités philosophiques. Donc, réfléchir au devenir et au devenir relationnel, c'est très important parce que ça veut dire qu'après la loi ne peut pas être un sujet. Avec le droit, la loi est un devenir relationnel. Après la loi ne peut pas être dotée, affectée de droits positifs classiques. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de comprendre les modalités relationnelles possibles auxquelles nous devons porter attention pour inventer des devenirs possibles à cette interaction entre les humains et les non-humains dont nous savons qu'elle va être au cœur de tout projet politique possible. Après la loi, c'est la certitude que le travail ne s'arrête pas avec les droits reconnus ou avec la loi reconnaissant des droits. Après la loi, c'est la certitude que le travail commence seulement maintenant. Que le livre, là, n'est pas l'aboutissement, mais simplement l'ouverture d'une possibilité. Donc ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, alors bon, après, il y a plein de discussions, De Sutter l'amène lui-même, parce qu'il y a aussi des gens qui disent, et moi, je suis assez sensible à ça, ok, Cowboy, ce que tu dis est juste, mais l'avantage d'utiliser la loi, le nomos, c'est qu'on parle le langage de l'ennemi. Et si l'on parle le langage de l'ennemi, c'est-à-dire de tous ceux qui ont utilisé la loi pour mettre en coupe réglée les systèmes biophysiques, si l'on parle le langage de l'ennemi, parce que nous ne nous trompons pas, le PDG de Total, des grands groupes qui utilisent la loi, par exemple, pour utiliser ses ressources, ne vont pas d'un seul coup, se convertir au bien fondé de faire parler la loi. Comme dirait un philosophe qui a édité Laurent de Sutter, Marc Alizard, dans La guerre du climat, tout ça ne va pas se faire simplement autour d'une tasse de thé. N'est-ce pas? Donc, l'avantage d'utiliser la loi, c'est de parler le langage de l'ennemi et de le forcer, en quelque sorte, à reconnaître le bien fondé d'un certain nombre d'attitudes. Donc, il y aurait à discuter, je suis obligé d'aller beaucoup trop vite, mais vous voyez bien quand même l'idée très stimulante, je trouve, de Sutter autour de cette question, qui nous pousse à ne pas vouloir nous arrêter, à ne pas vouloir considérer que la messe est dite. Et puis à renvoyer quand même à cette considération tout à fait complexe que Bruno, Mathieu, bien d'autres ont mis en avant, et Camille l'a rappelé, qu'est-ce que c'est qu'une politique de la relation, Qu'est-ce que c'est qu'une politique de la relationnalité généralisée entre les humains et les non-humains? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, ok, mais qu'est-ce que ça recouvre? En réalité, on ne sait pas vraiment. Donc il y a encore un énorme travail là aussi de créativité à faire. Deuxième petit point de vigilance qui est un tout petit peu différent. Je vais passer par une anecdote d'un autre de mes héros, lui aussi philosophe, c'est Ludwig Wittgenstein, qui est grand spécialiste du langage et qui a fait exploser toute notre connaissance du langage. Vous savez, Wittgenstein, c'est lui qui dit finalement, il n'y a pas de sens des mots, il n'y a que des jeux de langage, mais les mots n'ont pas de sens métaphysique. Et un jour, Wittgenstein croise quelqu'un de sa famille qui lui a dit « Oh là là, cette nuit, j'ai été malade comme un chien ». Et ça a foutu Wittgenstein en pétard. Et Wittgenstein dit, mais espèce d'imbécile, comme si tu pouvais savoir comment un chien est malade. Et d'où le développement de Wittgenstein sur le langage. Et on lui a fait dire, la formule est un peu apocryphe, mais elle est assez intéressante, vous allez voir pourquoi. Le lion parlerait, nous ne le comprendrions pas parce que nous ne parlons pas le langage du lion. La Loire parlerait, nous ne la comprendrons pas parce que nous ne parlons pas le langage de la Loire. Donc je crois qu'il faut aussi s'interroger sur ce que nous entendons par faire parler les non-humains.
qu'est-ce que c'est que ce fait de langage que nous attribuons, dirait Wittgenstein, d'une manière extrêmement arrogante, à des non-humains dont nous prétendons connaître la langue. Donc, c'est une question qui est très intéressante. D'ailleurs, Catherine Larère l'a un peu travaillé, cette question-là, et bien d'autres ici. C'est-à-dire, en fait, faut-il toujours vouloir que les non-humains parlent ? Finalement, n'y a-t-il pas des manifestations des agences non-humaines ? Parce que moi, je pense que là où les choses sont fortes, c'est que oui, les non-humains sont des agences, agencies, hein, les non-humains agissent. Bon, fondamentalement, remarquez entre nous, le clampin moyen, il n'a pas attendu la philosophie des sciences pour s'en apercevoir que les choses non humaines agissaient dans sa vie. Hein. Okay, ça réhabilite tout simplement des savoirs empiriques très anciens. Mais faut-il qu'il y ait systématiquement une parole pour cette agence ? N'y a-t-il pas des manifestations sans parole ? Et donc, c'est intéressant de se poser cette question pour des raisons aussi tout simplement politiques, parce que moi, je pense qu'un des enjeux maintenant, c'est de traduire tout ça en politique. C'est de traduire tout ça en ménagement, comme disait tout à l'heure notre ami anthropologue, en reprenant d'ailleurs un mot qui vient de Michel Marié, grand sociologue des réseaux d'eau, grand sociologue spécialiste de l'ethnographie des réseaux d'irrigation, qui, dans les années 80, écrit un livre sur le ménagement des territoires. Hein, en disant il faut ménager, pas aménager, mais à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'on débouche là-dessus. Comment organiser nos espaces et nos temps de vie, de cohabitation avec les non-humains ? Et ça, c'est de la politique. Ça ne peut pas être autre chose que de la politique. Et on va espérer que ça soit de la politique démocratique, de la politique libérant les plus pauvres de leur fardeau, attentive aux inégalités, de genre, de race, d'origine, sociale, attentive à tout ce à quoi l'Holocène n'est plus attentif. Okay, donc une politique est une politique en plus qui va vers la justice et pas une politique qui va vers l'arbitraire et l'injustice. Donc si on veut traduire politiquement cette cohabitation entre les agences humaines et non humaines, peut-être aussi faut-il devenir attentif au fait que parfois les non-humains ne doivent pas parler, mais se manifester sans parole. Et cette idée de la manifestation sans parole, il faut savoir que c'est au cœur aujourd'hui de toute une série de réflexions, de philosophie et d'anthropologie, d'ailleurs aussi dans une certaine mesure de Donna Haraway, quand elle parle de la nécessité de faire des liens dans son fameux livre sur l'Anthropocène. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qu'il est intéressant de conduire au moment même où nous avons formalisé cette idée des récits, des paroles, des capacités à raconter, pour essayer aussi de comprendre comment Loire, et pas la Loire comme sujet, mais Loire comme entité relationnelle, peut se manifester sans parole dans nos vies au jour le jour, et comment nous pouvons réguler la relation à cette entité extrêmement complexe. Tout ça passe par ce que j'appelle les politiques de l'attention, attention, pas attention, hein, l'attention, de la considération, du soin. Attention, considération, soin, c'est les trois mots que j'utilise dans un travail que je suis en train de mener et qui devrait être publié en 2023, si tout va bien, pour transposer dans le domaine de la politique anthropocène, en fait, pour moi, la philosophie la plus radicale du moment, qu'est la philosophie du care de John Tronto, hein, qui me paraît pour moi l'autrice la plus radicale, parce que contrairement à ce qu'on croit, John Tronto n'a pas voulu limiter la philosophie du care au seul domaine de l'exercice du soin pour les personnes fragilisées. Elle fait du care un instrument de dynamitage de l'ensemble des édifices de la philosophie politique, en reconsidérant totalement la relation entre les êtres humains au triple regard de l'attention, de la considération et du soin. Hein, en disant finalement, c'est par cela que nous pouvons progresser politiquement, parce que nous partons de l'idée que nous sommes tous invulnérables et tous interdépendants. Et si l'on reconnaît et notre vulnérabilité commune, humain et non humain, et notre interdépendance permanente, humain et non humain, et si l'on ajoute que nous pensons que la politique, c'est plus réfléchir au devenir que s'interroger sur des états à partir de statuts, alors, dit John Tronto, nous pouvons envisager de faire des sociétés plus justes. Voilà, c'était juste quelques petites remarques comme ça que je voulais vous proposer trop rapidement, tout en vous remerciant et en disant tout le plaisir que
que j'ai eu d'écouter ce qui a été dit et le plaisir que j'aurai à lire le livre que malheureusement je n'ai pas encore lu. Merci à vous. Merci infiniment, Michel Luxault. Que d'énergie transmise. Merci beaucoup.